Bonjour, bienvenue dans ce nouveau magazine Votre Santé sur TLM en partenariat avec la Fondation Hospice Civil de Lyon dont la vocation est de soutenir les services des HCL tant dans leurs innovations que pour l'accompagnement des patients. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à la neurochirurgie pédiatrique. Nous allons donc parler des opérations du cerveau chez les tout-petits. Nous rencontrerons le docteur Carmine Motolese et le professeur Federico Di Rocco, respectivement l'actuel et le futur chef de service de neurochirurgie pédiatrique à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, l'HFME, sur le pôle hospitalier Est. Nous rencontrerons bien entendu toute l'équipe médicale ainsi que des petits patients. Bonjour docteur Carmine Motolese, nous sommes ici dans un service de pointe dont vous êtes à la tête depuis 1997. Alors quand est-il né et quelle en est la particularité? Le service de neurochirurgie pédiatrique existe depuis les années 50 et c'est mon maître, le professeur Lapra, qui l'avait créé. Le service, au début, il avait 40 lits. Après, ils sont passés à 25 lits. Mon domaine de recherche a été de s'intéresser à essayer de pratiquer ce qu'on appelle la cartographie du cervelet. Et ça m'occupe depuis longtemps avec l'équipe du docteur Demurger. Et le but est de localiser certaines activités au niveau du cervelet pour pouvoir effectivement appliquer des chirurgies, éviter certaines zones et diminuer la probabilité de séquelles pour les enfants. Bonjour professeur Di Rocco. Bonjour. On peut devoir faire appel à la neurochirurgie pédiatrique dans des situations très variées. Pouvez-vous nous faire un rapide panorama de ce que prend en charge la neurochirurgie pédiatrique et donc un éventail des opérations réalisées? Oui, effectivement, la neurochirurgie pédiatrique prend en charge un éventail très large de pathologies puisque nous traitons les pathologies du système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle, mais aussi des enveloppes, les méninges, le crâne et le rachis. On aura donc un panel extrêmement large de pathologies. Dans le domaine pédiatrique, ce sera essentiellement d'un côté les pathologies congénitales, voire parfois héréditaires, ou des pathologies acquises dans le cadre de certaines tumeurs cérébrales, qui sont la première forme de cancer solide de l'enfant, les traumatismes crâniens, ou dans certaines formes d'épilepsie ou de troubles du tonus ou de troubles des mouvements anormaux dans la chirurgie fonctionnelle. On a donc un éventail très très large de pathologies. Donc aujourd'hui, toute la pédiatrie a été rassemblée à l'HFME, y compris la neurochirurgie pédiatrique depuis 2016. Alors combien d'opérations sont réalisées par an et de quelle nature sont-elles? Parmi les spécialités que nous traitons ici à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, il y a d'un côté l'aspect malformatif, avec une grande expertise sur les malformations crâniennes, à la fois d'un point de vue chirurgical, mais aussi la prise en charge avec les orthèses crâniennes pour les formes non synostotiques, et puis de l'autre côté, les formes tumorales, avec une prise en charge neuro-oncologique qui se fait en collaboration avec le centre Léon Bérard pour les tumeurs de la région pinéale ou de fosse postérieure en particulier qui sont fréquentes chez l'enfant. Et on effectue environ plus de 400 interventions par an en neurochirurgie pédiatrique. De telles opérations durent en moyenne entre 4 et 6 heures. Il s'agit d'interventions lourdes, réalisées pour la cranioplastie à un stade précoce du développement de l'enfant au cours de sa première année. Les soins qui s'ensuivront demanderont toutes les attentions de la part du personnel médical, paramédical comme de l'entourage familial. Madame Tevaillès, bonjour. Après des opérations de neurochirurgie pédiatrique aussi difficiles, quel suivi va-t-il s'imposer? Et donc, a fortiori, quel est votre rôle dans l'accompagnement? Il y a toute la surveillance d'une chirurgie, j'ai envie de dire, traditionnelle. L'évolution, comment va le pansement, comment s'il y a de la température, comment l'enfant reprend l'alimentation, etc. Et puis, il y a quand même tout un suivi psychologique et une aide psychologique auprès des parents, parce que c'est vrai que ce sont des chirurgies inquiétantes pour les parents. Et psychologiquement, il faut les soutenir avec l'aide d'une psychologue qui est dans le service, avec l'aide éventuellement d'une assistante sociale qui est dans le service aussi et qui peut les aider, ne serait-ce que pour les problèmes financiers que ça peut occasionner. N'est-ce pas trop éprouvant de devoir accompagner des chirurgies aussi difficiles chez des enfants aussi petits? Je crois que ce qui est le plus compliqué, c'est pas d'accompagner les parents et d'accompagner les enfants, mais quelquefois c'est le pronostic qu'on peut envisager ou deviner. Et ça, c'est relativement compliqué pour les équipes. Damien Decran a rencontré les parents de 2 bébés après une intervention de cranioplastie. Un reportage.
Alors, bah oui. Donc là, il a eu des points qui ont été enlevés ce matin. Il y en avait 33, je les ai comptés tellement il y en avait. Et donc la cicatrice, elle va de là jusque là. On la voit, il y a des endroits où on la voit presque plus tellement ça va vite chez les bébés. Il y a moins d'une semaine se refermait une lente période d'angoisse pour Louis et sa famille. Un diagnostic, une craniosténose, suivi de 7 mois d'attente avant l'hospitalisation et l'intervention de cranioplastie. La nuit qui précède l'intervention, il y a beaucoup de questions, des larmes. Et c'est difficile d'emmener son enfant qui va bien, en fait, se faire opérer. Alors que, aujourd'hui, le but c'est ça, c'est de faire l'opération avant qu'il y ait un problème. Et donc c'est très dur de l'emmener au bloc avant. Un souvenir frais et douloureux, mais après 4 heures de bloc opératoire, vient enfin le temps du soulagement. L'opération se termine, on va auprès de son petit bout en salle de réveil. Et là, mon gros pansement, on voit son visage tel qu'il va être avant que l'œdème se forme et que les yeux se ferment. On le voit tout de suite tout beau en fait. Juste il a son bandana sur la tête et c'est rassurant de voir que tout s'est bien passé, de voir qu'il va bien. Bon, il y a beaucoup de fils autour de lui, beaucoup de perfusions, de choses comme ça. On ne peut pas tout de suite le rassurer, le prendre dans ses bras. Mais après 24 heures de patience, on arrive à pouvoir le toucher, le prendre dans ses bras. Et une fois que la pression redescend, au bout de 3 jours, on est heureux et on peut rigoler avec et enfin souffler, passer à autre chose. Même parcours pour Tom et sa maman. Et après 3 mois, plus aucune trace de l'intervention déjà, mais Élodie se souvient du chemin parcouru. Au départ, quand on l'apprend, il y a beaucoup de larmes, on est assommé, on sait plus quoi faire, on ne sait plus manger, on ne sait plus dormir, on pense qu'à ça, on pleure tout le temps. Mon fiancé a été très touché différemment de moi, il était très dans la recherche tout le temps d'informations. Il a voulu peut-être trop en savoir et du coup trop s'angoisser, alors que moi j'ai mis ça dans un coin de ma tête en me disant on a le temps, on verra en temps voulu, on s'angoissera quand ce sera le moment, mais on a encore 7 mois à tenir avant que ça arrive. C'est tellement d'heures d'angoisse quand l'enfant est au bloc, où à chaque instant on se dit bon bah là ils sont en train de l'ouvrir, bon bah là ils sont en train d'enlever la boîte crânienne. On revit toutes les étapes et en fait quand le docteur arrive et qu'on l'entend du bout du couloir, avec son accent prononcé, on le reconnaît entre mille. Et là c'est le soulagement quand vous arrivez vers lui et qu'il vous dit tout s'est bien passé. Ça y est, c'est fait, c'est derrière nous. De l'histoire ancienne qui nécessitera tout de même un suivi régulier, une visite de contrôle annuel jusqu'à ce que le cerveau prenne sa taille adulte. Tom et Louis pourront par la suite vivre leur vie d'adulte, l'air de rien. De nombreux travaux de recherche sont donc menés autour de la neuro-oncologie, en particulier autour des tumeurs pinéales, en collaboration avec le Centre Léon Bérard, les pathologies osseuses et les malformations, et enfin la topographie du cervelet et la plasticité cérébrale. Docteur Desmurget, vous travaillez sur la cartographie, sur le mapping du cerveau et du cervelet. Première question, de quoi s'agit-il ? Avant de faire une chirurgie, avant d'enlever une tumeur ou une atteinte, le chirurgien a besoin de savoir comment le cerveau est organisé. On repère les zones qui déclenchent des mouvements quand on les stimule, c'est-à-dire qu'on envoie un petit courant électrique dans ces zones, on repère les zones, on va faire bouger le bras du patient par exemple, et on va repérer les zones qui vont recevoir des informations sensorielles. On va voir si c'est des zones qui sont importantes pour la parole, le mouvement. Et une fois que le chirurgien il a cette carte fonctionnelle du cerveau, une fois qu'il sait quelles zones sont vraiment des zones fondamentales, il peut choisir son abord, il peut guider sa chirurgie et ça minimise vraiment de façon très massive les risques de séquelles et d'atteinte post-opératoire. Alors pourquoi utiliser cette technique plutôt que de l'IRM fonctionnel? Quelle en est vraiment la valeur ajoutée? L'IRM va avant nous donner une idée grossière de où ça se passe et comment ça se passe, va aider le chirurgien à choisir grossièrement son abord, par où il va passer pour atteindre la tumeur. Et ensuite, une fois qu'on est sur site, si j'ose dire, le chirurgien a besoin d'une information extrêmement précise. Il ne peut pas se permettre 1 centimètre ou 1,5 centimètre d'erreur. Donc les techniques de stimulation nous permettent de savoir exactement, précisément, quelles sont les zones qui répondent et qui sont importantes à préserver. Alors pour vous, chercheurs, ce n'est pas si classique d'avoir votre place
au bloc. Je crois même que c'est assez exceptionnel, on peut dire. Ah, c'est l'un des seuls laboratoires, oui, au monde, enfin en tout cas l'un des seuls services de neurochirurgie aussi, où on a une intégration aussi poussée. Et nous, on va apporter une certaine compétence, c'est des choses qu'on sait faire, apporter de l'équipement, on va apporter de la compétence pour le repérage de ces jaunes. Et puis en retour, on va pouvoir nous obtenir un certain nombre de données fondamentales pour comprendre l'organisation du cerveau, comment il se répare. Donc si vraiment le mot gagnant-gagnant a jamais eu un sens, c'est bien celui-là. Mais oui, c'est l'une des seules équipes au monde où on a ce niveau d'intégration, notamment chez l'enfant. Sachez que le centre de neurochirurgie pédiatrique de l'HFME figure parmi les principaux centres existants en France où recherche et clinique marchent de concert. Sa force est d'être à proximité immédiate de l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer, ce qui permet la continuité du suivi des patients à l'âge adulte. Puisqu'évidemment, pour les pathologies nécessitant un suivi sur le long cours depuis l'enfance, les choses ne s'arrêtent pas brutalement à 18 ans, âge limite cependant de prise en charge dans un hôpital pédiatrique. Alors nous avons pu voir au cours de cette émission que la neurochirurgie pédiatrique était un vaste domaine. Cela suppose-t-il d'avoir de multiples collaborations avec tous les domaines de la pédiatrie? Toutes les pathologies qu'on traite sont traitées de façon multidisciplinaire. C'est vraiment le mot-clé, une multidisciplinarité que offre l'hôpital Femme-Mère-Enfant actuellement, depuis que la neurochirurgie s'est transférée ici. Vous disposez d'ores et déjà dans le service de tous les ventailles des technologies disponibles. Pour autant, pour améliorer l'accueil de vos patients et pour accélérer les projets de recherche menés au sein de votre service, en quoi les Lyonnais pourraient-ils vous aider via la Fondation Hospice Civil de Lyon? Les besoins d'un service de neurochirurgie pédiatrique sont nombreux et sont d'ordre très différent. Donc on a besoin essentiellement d'améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille dans la phase d'hospitalisation, mais aussi après dans les suites, en améliorant les résultats, en diminuant la morbidité de ce qu'on fait. Et donc il s'agit d'un côté d'améliorer le confort, l'accueil des patients lors de leur hospitalisation, et après d'avoir le matériel le plus innovant possible pour permettre des chirurgies les plus sûres, les plus efficaces pour donner les résultats les meilleurs. Notre émission est à présent terminée. Nous remercions tout le service de neurochirurgie pédiatrique de l'HFME de nous avoir ouvert ses portes et à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations sur la Fondation Hospice Civil de Lyon et pour contribuer au financement des nombreux projets qu'elle met en œuvre, retrouvez toutes les informations utiles afin d'envoyer vos dons déductibles de vos impôts sur le site www.fondationhcl.fr. Enfin, si cette émission vous a intéressé, si vous voulez en savoir plus, que vous avez des suggestions à nous faire, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Votre Santé. Le mois prochain, nous parlerons d'endocrinologie, de diabétologie et d'obésité avec le professeur Martine Laville à l'hôpital Lyon-Sud.